Sans plus attendre, je laisse la parole à Madame Naël, donc, qui est directrice des projets de la qualité et de la gestion des risques au CHBA de Vannes. Merci. Merci. Je ferai cette présentation avec Monsieur Bouju, qui est directeur de la maintenance et de l'exploitation technique à la direction de la transformation architecturale, donc du CHBA. Et puis docteur Arnaud, qui est médecin référent SSE du CHBA et directeur médical de crise. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots pour vous présenter le CHBA et donner quelques éléments qui sont importants pour la compréhension de la gestion de cet incident. Donc, le CHBA, c'est un établissement qui est établissement support de GHT, donc qui comprend cet établissement. Le CHBA lui-même est réparti donc sur 2 sites, celui de Vannes et celui d'Auray, et il est en direction commune avec le centre hospitalier de Ploërmel, Josselin, Belle-Île, les EHPAD de Malétroit-Quiberon et le CAMS de Vannes. Donc c'est un établissement d'une importance, je vais dire certaine, plus de 1400 lits. Sur le site de Vannes sont concentrées les activités aiguës avec le plateau technique qui est important, bloc opératoire, plateau d'imagerie. On a une maternité de niveau 3, USC réanimation. Nous avons de la cardiologie interventionnelle, neurologie. Nous avons une activité de thrombectomie également et une activité donc d'urgence de plus de 70 000 passages par an. Voilà, donc nous rentrons dans le vif du sujet. Donc je passe la parole à Frédéric pour vous expliquer ce qui s'est passé le 20 octobre 2022. Bonjour, donc nous étions déjà en travaux de sécurisation électrique depuis 2021. C'était un marché qui donc avait débuté durant l'année 2021. Donc déjà une partie réceptionnée, puisque nous transformions sur un bâtiment toute notre architecture électrique. On touchait aussi bien aux transformateurs qu'aux TGBT, qui sont les tableaux généraux basse tension. Donc on est sur la transition entre haute tension et basse tension. Et le 20 octobre 2022, dans l'après-midi, nous avons subi une coupure électrique sur le bâtiment concerné, donc le plateau technique médical. Cet incident électrique avait une origine dans une canalisation d'eau glacée, qui était rompue. Je ne m'attarderai pas sur cette cause en particulier, car c'est toujours en débat entre les experts, à savoir est-ce qu'une canalisation en PVC peut casser d'elle-même ou est cassée par un intervenant. En diapo suivante, en fait, on représente une coupe du bâtiment où le sinistre a eu lieu. Donc sur cette zone, le bâtiment a été décomposé en 3 niveaux. Un étage d'utilisation, rez-de-chaussée haut, plutôt un étage technique, et nous travaillions au rez-de-chaussée bas. Donc on voit se dessiner ici donc les transformateurs HTBT qui permettent la transformation entre la haute tension et la basse tension, et les tableaux généraux basse tension. Le tableau général basse tension, en fin de compte, permet ensuite la distribution vers les différents services. Vous voyez qu'on était à un niveau et que le sinistre s'est déclenché à l'étage au-dessus, donc dans l'étage technique. Pourquoi s'est-il reconduit en dessous? Eh bien, les travaux se déroulaient en même temps sur les 2 niveaux. Nous étions en passage de câbles, donc ouverture à ce moment-là entre les 2 niveaux, puisqu'en passage de câbles, et donc rupture de cette canalisation d'eau glacée qui était positionnée là. C'est l'historique qui fait qu'on a tous une histoire dans nos bâtiments. Et ça s'est écoulé sur les locaux
inférieurs, les locaux électriques inférieurs. Petite explication qu'on voit sur la diapo suivante. Alors, mon but n'est pas de faire un cours électrique du tout. Mais les sites sont un peu distribués de la même façon, à savoir donc les sites d'importance reçoivent l'électricité en haute tension. Une boucle, ce grand ovale qui désigne une boucle haute tension qui vient distribuer les différents bâtiments. Donc on a représenté bâtiment 1, bâtiment 2, etc. Donc on vient distribuer les bâtiments en haute tension et ensuite le médaillon qu'on va dire un peu rosé là, qui est intitulé bâtiment PTM, qui figure en fin de compte notre bâtiment où s'est passé le sinistre. Donc ces bâtiments reçoivent l'électricité en haute tension. Il faut la passer en basse tension par le biais d'un transformateur avant de l'envoyer vers nos tableaux qui vont distribuer vers les utilisateurs. Alors, il y a différentes réglementations, enfin il y a des réglementations essentielles qui gèrent la sécurité électrique des hôpitaux, des normes obligatoires en particulier. Donc de ces normes, on peut en déduire qu'effectivement les hôpitaux ont des groupes électrogènes. Vous voyez que sur cette boucle, il y a des groupes électrogènes haute tension qui sont en rouge, qui permettent de réalimenter notre boucle. Et donc des groupes électrogènes basse tension, ça c'est un ajout qui est venu pour nous il y a une grosse dizaine d'années, qui permettent également d'intervenir directement sur les bâtiments. Sauf que là, le sinistre, il est figuré par cet encart jaune. Il est intervenu à un endroit qui ne nous permettait ni d'alimenter par nos groupes électrogènes haute tension, ni par nos groupes électrogènes basse tension. Donc le bâtiment a subi directement cette coupure électrique. Le bâtiment, c'est donc le plateau technique médical de notre hôpital à Vannes, du site de Vannes, qui est le cœur technique santé de Vannes. Dedans, nous avons nos blocs opératoires, nous avons la radiologie, l'unité de soins continus, donc les blocs chirurgie, dont le bloc chirurgie ambulatoire. Donc on voit l'importance de la réaction et l'importance de cette coupure sur notre site. Alors, au niveau des impacts immédiats de cet événement, donc, on a eu des impacts bien au-delà du bâtiment plateau technique. Donc, je rappelle où on avait l'unité de soins continus, l'imagerie, le standard, les blocs opératoires, l'unité de chirurgie ambulatoire. On avait également différents équipements techniques, dont une salle informatique. Le local Autocom, les groupes froids qui desservent au-delà du plateau technique médical et notamment l'IRM. Notre PC de sécurité a aussi été impacté. Les ascenseurs de la tour de chirurgie et ceux qui étaient en interface avec le bâtiment BMC. L'accueil général et puis de manière plus anecdotique des modulaires. Donc les ondulaires ont fonctionné et ce qui nous a donné à peu près une heure de marge de manœuvre pour, au niveau des blocs opératoires, terminer les interventions qui étaient engagées. Organiser le transfert des patients, on y reviendra sur l'USC. Et puis le report de la salle informatique sur notre deuxième salle informatique qui nous a permis d'assurer la continuité de tout ce qui relevait de ce réseau. Donc, au niveau de la prise en charge des patients, les impacts ont concerné les 8 lits d'unités de soins continus. On a eu 7 patients qui étaient hospitalisés, qui ont été transférés vers d'autres établissements. 4 patients qui relevaient des soins critiques et 3 parturientes du fait du risque possible de césarienne, puisque notre salle de césarienne était inaccessible. Nous avons également eu une procédure Maastricht 3 dans le cadre des PMO qui a dû être annulée. On a réorienté via le 15 les patients qui étaient régulés vers les autres établissements. Également la réorientation des patients qui nécessitaient le recours
aux urgences pour des prises en charge avec des pathologies nécessitant une imagerie diagnostique, puisque nos scanners et IRM ne fonctionnaient pas. Tout ça, évidemment, via la régulation du 15. L'activité d'imagerie interventionnelle a été également déportée et on a eu 2 patients bloqués dans les ascenseurs momentanément. Donc, au niveau du fonctionnement du site de Vannes, donc ça a été l'arrêt de l'activité des blocs et l'arrêt de l'activité d'imagerie, donc qui nous a conduit à déprogrammer. On a déprogrammé 260 patients qui ont pu être reprogrammés très rapidement, puisque une semaine après, 95% des patients, 98% même des patients avaient un nouveau rendez-vous qui n'excédait pas 3 semaines. L'indisponibilité de l'accès au CRA 15, ce qui a conduit à un report de l'activité sur le SDIS pendant environ donc 3h30. L'indisponibilité donc du standard, de l'autocom et du standard, ce qui a duré à peu près pendant 1h15. Une GTC qui n'a pas été opérationnelle. Et on a eu aussi un arrêt du fonctionnement du pneumatique qui nous permet donc de dispatcher les examens de laboratoire vers le laboratoire. Ça, c'était pour le site de Vannes. Sur le site d'Auray, notre deuxième site, on a subi une indisponibilité du réseau téléphonique, les DECT, sur le site d'Auray pendant environ 7 heures. Ça a été rétabli dans la nuit. L'indisponibilité également donc, du réseau informatique, ce qui a conduit donc, à devoir déployer les procédures dégradées. Le centre hospitalier de Ploërmel a été impacté au niveau également de sa téléphonie pendant quelques heures et au niveau de l'accès au logiciel Explore d'imagerie, et les images n'étaient pas non plus visibles sur le PACS, ce qui fait qu'on a basculé pour toutes les interprétations sur notre prestataire externe. Madame Naël, vous pouvez nous rappeler au décours de la présentation les définitions des principaux sigles? Ah oui, pardon. Alors, DECT, ce sont les téléphones. Frédéric, j'ai besoin de ton aide parce que DECT, je ne connais pas moi-même l'acronyme. Pour les DECT, c'est les téléphones sans fil. Voilà, c'est ça. Merci. Merci. Et puis, le PACS, c'est le serveur d'image. GTC, c'est la gestion technique centralisée des alarmes, qui sont centralisées au niveau du PC de sécurité. Oui, donc j'en étais au centre hospitalier de Ploërmel, donc et on a eu aussi des dysfonctionnements par rapport au réseau informatique qui relie Vannes et Ploërmel pour l'accès aux résultats. Et puis il y a eu quelques impacts effets de bord, alors certes mineurs, mais jusque outre-mer sur Belle-Île. Où on a eu une panne de serveur et puis des téléphones qui n'étaient plus accessibles en numéro abrégé. Voilà. Donc c'était plus anecdotique, mais ça a été jusque-là. Alors, je vous propose de revenir un peu sur la cinétique de la crise pour vous permettre de parler de cette gestion de crise qui a été très mobilisatrice et bien au-delà du centre hospitalier de Vannes-Auray. Assez classiquement, on a eu 3 grandes phases dans la gestion de cette crise. La première, c'est l'alerte, premier bilan de situation et les mesures immédiates de sécurisation.
Ensuite, on est passé très très vite à l'organisation, à la gestion de la situation dégradée. Et en même temps qu'on organisait et qu'on gérait cette situation dégradée, on engageait les mesures visant à restaurer les activités. Et donc, on a eu une restauration progressive des activités donc, à 3 jours de l'événement. En fait, l'événement a démarré le jeudi à 15h10 et on peut considérer que le dimanche 23 matin, nos activités étaient rétablies. Donc, pour aller un petit peu plus en détail sur cette gestion de crise, donc sur la phase immédiate, premier bilan et mesures immédiates de sécurisation, donc 15h10, constat de l'inondation, puis de la coupure électrique, alerte des services impactés, activation de la cellule de crise, premier bilan de situation, alors un bilan technique d'abord, à la fois au niveau électrique, mais aussi à tout ce que ça implique, les délais de secours des onduleurs, les impacts liés à l'informatique et à la téléphonie, l'identification du périmètre des services impactés, et puis l'identification des impacts en matière de prise en charge. On a déclenché le plan blanc donc, aux alentours de 16 heures, donc dans l'ensemble de l'établissement. Mesures de sécurisation de la prise en charge des patients avec les urgences régulées par le 15 et le SAU est resté en fonctionnement, sauf pour la prise en charge des polytraumatisés qui étaient réorientés. Les patients thrombolysés également, qui nécessitaient une thrombolyse qui est réorientée, et tout ce qui nécessitait des prises en charge complexes nécessitant scanner IRM. Dans cette période-là, on a aussi, et c'est au niveau de l'USC, donc identifié et organisé les transferts de patients nécessaires, USC, mais également au niveau de l'obstétrique et éventuellement au niveau aussi du bloc, mais en fait ça s'est concentré sur l'USC et la maternité. Sécurisation de la continuité téléphonique et du système d'information, hein, c'est comment on bascule hein, de la salle 2 à la salle 1. Et évidemment, rapatriement du groupe électrogène de celui d'Auray, puisqu'on en avait un sur Auray, et puis engagement, mais on y reviendra un petit peu plus longuement après, sur rapatriement de groupes électrogènes, notamment de ceux du SDIS. Le deuxième temps commence à partir aux alentours de 17 heures. Donc, on engage les mesures donc, visant la restauration des activités et la gestion, bien sûr, de la situation dégradée. Donc, c'est la mise en place du dispositif extra-hospitalier en lien, bien évidemment, avec l'ARS et la préfecture. Donc, je ne sais pas si vous en parlerez, mais voilà, on rentre dans une gestion de crise élargie. L'activité de bloc donc, est totalement suspendue. On commence les transferts des patients du SC. On bascule le CRA 15 vers le SDIS, puisque en effet le CRA 15 était tombé, donc pour à peu près 3h30. On oriente aussi donc, les patients du SAU s'ils ont besoin d'imagerie. Le SAMU 56 régule les patients vers les services d'urgence des établissements d'appui, donc tout ça étant dans le cadre de la gestion de crise élargie. La clinique Océane, qui est une clinique, un établissement privé, donc qui est sur le site de Vannes, prend en charge les IRM donc jusqu'à 22 heures. Puis le centre d'imagerie Riva 56. Donc il y a une collaboration très, très étroite. L'hôpital privé Océane a d'ailleurs déclenché son propre plan blanc pour, si besoin, bon, il l'a levé assez rapidement, mais pour, si besoin, accueillir des urgences chirurgicales.
puisque nous, au niveau du bloc, on était en non-fonctionnement. Réorientation des thrombolies et thrombectomies. Et puis, donc, on a fait passer via préfecture, via les réseaux sociaux, des messages d'information auprès du public pour leur demander de solliciter le 15 avant de venir aux urgences dans la mesure du possible. On est toujours à J0, donc la restauration progressive des activités. Donc, on a en soirée donc l'arrivée complémentaire de plusieurs groupes électrogènes, la sécurisation aussi d'approvisionnement en carburant par la préfecture pour pouvoir assurer la continuité du fonctionnement des groupes électrogènes puisque ça allait durer, on n'avait pas encore de visibilité sur la période de rétablissement et donc il fallait assurer la continuité de ce fonctionnement. Le transfert des parturientes et on a engagé donc dès le vendredi la déprogrammation des 260 patients. Majoritairement c'était des patients programmés d'imagerie, mais on avait aussi des patients de chirurgie qui étaient programmés. Et donc les chirurgiens, donc, selon les principes qu'on a appliqués pendant la crise Covid, ont identifié, selon les critères classiques, les patients qui pouvaient être décalés et reprogrammés. On a une restauration donc quand même progressive de nos activités, puisque, comme je vous l'ai dit, l'indisponibilité du CRAC 15 a duré à peu près 3h30. Donc, le CRAC 15 a pu réintégrer ses locaux. Nous avions dispatché un régulateur et une arme sur le site du SDIS pour venir en soutien du SDIS qui reprenait les appels. Le standard est rétabli également. Et on arrive à rétablir l'accès à un scanner pour les urgences. Et au niveau du bloc, 2 salles, plus la salle de réveil et la salle de naissance. Donc en fait, le vendredi soir, on pouvait reprendre une activité d'urgence dans ces conditions. La période de J1 à J4, donc vraiment c'est la période de restauration progressive des activités. Donc je vois que j'ai fait une erreur. On n'était pas au mois de juin, on était au mois d'octobre. Le 21 octobre, donc réalimentation partielle des départs essentiels par les 7 groupes électrogènes. En fait, au total, on en aura 9 sur le site. Donc réalimentation. La téléphonie d'oreille pluriarmelle est restaurée aussi avec notamment l'intervention de notre prestataire Orange. L'activité de radiologie conventionnelle, donc hors IRM et de scan, était opérationnelle. On est passé de 2 à 4 salles de blocs opératoires opérationnels. La mise en fonction d'un autre scanner à pleine puissance pour reprendre l'activité de thrombolyse et de l'AVC du réveil. Les thrombectomies étaient toujours réorientées et les urgences, donc de nouveau, étaient pleinement opérationnelles donc le vendredi, donc à J plus J24. Le samedi 22 octobre, donc à 1h du matin, donc, il y a une réalimentation complète de tous les départs essentiels. Les équipes ont travaillé toute la nuit, équipes techniques, accompagnées des prestataires qui ont travaillé toute la nuit. Au niveau de l'imagerie, on retrouvait 2 IRM et 2 scanners. L'USC est de nouveau opérationnel et a pu accueillir de nouveau un patient à 14h. On reprend l'activité de thrombolyse et puis l'activité de maternité aussi reprend normalement avec 2 salles fonctionnelles.
Et la réalimentation de l'établissement se fait donc à 17h à 100%. Donc là, on est à J plus 48. Dimanche 23 octobre, on rétablit l'activité de prise en charge des thrombectomies. Et pour être vraiment très très précis, c'est le lundi 24 matin qu'on peut considérer qu'on a retrouvé une situation totalement normale en termes de fonctionnement. On reparlera du volet technique après, mais le lundi 24 avec la dernière salle de bloc qui est remise en service, mais c'était sans impact sur le fonctionnement. Donc pour être très très précis, donc c'est le lundi 24. Lundi 24, nous levons le plan blanc qui avait été déclenché et on reprend, on finalise la reprogrammation des patients qui avaient été déprogrammés. Il nous semblait intéressant de faire un petit focus sur le volet technique de cette gestion de crise qui a été essentielle, qui a mobilisé énormément de ressources et de compétences. Donc je repasse la parole à Frédéric qui va la présenter. Donc je vais vous parler du volet technique en 2 slides. Donc la première, le découpage des 3 premiers jours. Ensuite, le retour à la normale, c'est bien ce qu'on cherche. Donc on parle de travaux de remédiation, mais en intermédiaire, on a dû faire d'autres interventions techniques pour sécuriser le site. Donc sur les 3 jours, effectivement, le jeudi, donc 15h, coupure électrique. Le soir même, on faisait venir des groupes électrogènes qui nous ont permis de donner quelques essentiels à l'hôpital, mais je parle seulement de quelques essentiels, car ils n'étaient pas assez puissants. Le vendredi, c'est là où on a tout testé, où on a cherché à trouver des solutions techniques qui ont été développées le samedi et le samedi 22. Donc, bien sûr, pendant 3 jours et 2 nuits, ça a été, on peut le dire, ça a été chaud. Le rétablissement a eu lieu donc le vendredi 17h. À 17h, en fin de compte, nous étions avec les journalistes en train de dire qu'on allait rétablir. Et au moment où on parlait aux journalistes, le dernier groupe électrogène s'est arrêté derrière nous et ça a été un événement qui nous a bien marqué sur le coup. Donc la slide suivante détaille les phases intermédiaires. Il est important d'en parler parce que on s'inscrit dans la durée dans ce cas-là, parce que même si, je veux dire, le vendredi 17h, on a dit qu'on avait retrouvé l'électricité, on avait retrouvé l'électricité normale, mais au niveau de tous nos secours, nous étions en secours manuel. On a amélioré les choses le 18 novembre, on n'est que 15 jours après, donc on est dans les travaux intermédiaires. Là, on savait très bien qu'on ne pouvait pas remédier tout de suite à l'outil, donc on est dans des travaux intermédiaires. 15 jours plus tard, l'entreprise nous livrait un autre tableau général basse tension, quelque chose d'intermédiaire, pour reprendre certains de nos essentiels et réutiliser un autre transfo, car ce bâtiment il est fait pour fonctionner sur 4 transformateurs en redondance. Mais le vendredi soir, on n'était que sur un transformateur. On travaillait sur 2 transformateurs que le 18 novembre. Donc je vous ai dit 4 en redondance, donc ça signifie 2 plus 2, excusez-moi. Mais un transfo, c'était vraiment très juste. Donc le 18 novembre, 15 jours plus tard, on était sur 2 transformateurs. Il y a eu des travaux intermédiaires qui ont poussé jusqu'en mai 2023. Je ne vous fais pas le détail, mais les derniers groupes électrogènes sont partis tout début juin. Donc, quand même, ces groupes externes qui nous ont servi à réalimenter le site, les derniers, le plus puissant, le 500 kVA, n'est parti que début juin. En parallèle, on a travaillé à la remédiation pour retrouver notre situation d'avant-sinistre, qui était une situation courant chantier, car je rappelle qu'on était dans une opération de travaux. Donc une expertise qui a eu lieu sur les éléments qui avaient été
ramené vers l'entreprise deux armoires, un tableau général basse tension. Il faut s'imaginer une douzaine d'armoires verticales juxtaposées les unes aux autres. Et sur nos deux tableaux généraux basse tension, il y avait les deux premières armoires, donc qui alimentaient les autres, qui étaient mortes et qui ont été ramenées à l'entreprise. Donc ces armoires ont été déclarées non récupérables. Les experts, après étude de chiffres, vous voyez, la validation de commande a été effectuée en fin de compte que début février. Nous, on poussait derrière parce qu'entre-temps, bien sûr, on faisait les travaux intermédiaires qui sont en bleu sur la slide, mais l'intérêt pour nous, c'était de partir sur le vert, bien sûr. Donc le feu vert à la refabrication de ces armoires a été donné le 6 février, mais avec 4 mois de délai. Donc les armoires en question ne sont arrivées qu'en juin. Donc on s'est retrouvé en définitive à l'initiale, c'est-à-dire à la situation d'avant-sinistre, que le 15 décembre. C'est tout récent où on a réceptionné la fin des travaux en lien avec le sinistre. Donc début du sinistre, 22 octobre 2022, travaux de remédiation, fin des travaux de remédiation, 15 décembre 2023. Je rajoute 2-3 chiffres et je m'arrêterai là. Une opération de travaux électriques 2021, on avait un marché d'environ 1,3 million d'euros TTC. Aujourd'hui, 2 chiffres. L'hôpital, pour l'instant, avec son assurance, pour l'instant, on parle d'un chiffre dépassant 1 million. Et pour l'entreprise, pour l'instant, on est à 700 000. Donc un marché 1,3 million qui, derrière, nous a conditionné, nous a amené à des dépenses plus d'1 million et 700 000 pour l'entreprise aujourd'hui. Voilà, là, vous avez quelques vues du chantier dans la gestion de crise. Les installations tu peux peut-être commenter, Frédéric? Oui, en fait, ça, c'est pendant la période de crise. C'était pour vous schématiser la situation. Cumuler 40 électriciens dans un endroit réduit, des électriciens qu'on avait dispatchés à l'intérieur, à l'extérieur. Plusieurs entreprises ont été appelées au secours. Tous nos électriciens ont été appelés sur place. Donc nous, on a une douzaine d'électriciens. Pleu-Hermel, l'hôpital de Pleu-Hermel, qui fait partie de notre direction commune, on a pu dépêcher un électricien aussi. On avait une quinzaine d'électriciens d'entreprise qui étaient en travaux et on a rappelé une entreprise de marché qui a pu nous envoyer aussi une dizaine d'électriciens. Donc certains étaient à l'intérieur à travailler sur les tableaux, d'autres à l'extérieur à dérouler les câbles, à mettre en route les groupes électrogènes. Sur cette page-là, vous voyez les groupes électrogènes à l'extérieur, donc ça c'est les plus puissants. On avait des groupes électrogènes entre 200 et 500 kVA pour kilovoltampères, pour ceux à qui ça parle. Donc on a eu les groupes électrogènes du SDIS pendant une période et des groupes d'électrogènes qui sont venus de Caen également. Alors, en termes de retour d'expérience, nous avons en effet réalisé avec les professionnels, les équipes des services et les membres de la cellule de crise donc un retour d'expérience. Nous en avons également fait un avec l'ARS. On a procédé à l'analyse de cet événement indésirable grave. Et puis, bien évidemment, conformément à la démarche de toute gestion de risque et le rétexte de gestion de crise, on a défini un plan d'action. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de ce plan d'action. De manière synthétique, en fait, on en retire les enseignements suivants. Alors, sur le volet gestion de crise, donc ce qu'il faut souligner, c'est la mobilisation et la réactivité qui a été tout à fait remarquable des équipes, des professionnels du CHBA et des équipes et des professionnels du territoire du CHBA, quelles que soient les équipes soignantes, administratives, techniques, bien évidemment, au premier rang. Les prestataires techniques du CHBA, Frédéric vient de le rappeler, il y a eu une mobilisation immédiate. Le SDIS également, qui nous a largement aidé avec la mise à disposition de ces groupes électrogènes.
même s'il a dû les reprendre après. Et puis nos partenaires privés, l'hôpital privé Océane, Riva, SOS Médecins également, puisque dans un moment de la gestion de crise au début, comme nous n'avions pas de visibilité sur la durée de l'indisponibilité de l'alimentation électrique, nous avions envisagé en effet de renforcer SOS Médecins avec notamment une infirmière, une aide-soignante pour l'accueil donc des patients et aussi pour la prise en charge des patients qui venaient pour faire des imageries. Ce que l'on en retient, c'est que la gestion de crise Covid nous a particulièrement aidés. Et en fait, on pourrait presque dire merci le Covid de ce seul point de vue, parce que vraiment, au niveau de notre établissement, en tous les cas, et de nos partenaires, on n'a pas eu à créer une collaboration, une synergie. Elle existait, c'est l'expérience Covid, c'est la gestion de crise, parce qu'on a quand même eu une gestion de crise Covid pendant à peu près une année, de manière assez intense. Je me permets de rappeler que le centre hospitalier de Vannes a été le premier établissement breton à être concerné par, hors CHU bien sûr, de Rennes, par l'accueil de patients Covid. C'était au tout début de la crise, puisqu'on a reçu le patient le 28 février 2020. Et donc, on a très vite, dans le cadre de cette gestion de crise Covid, mis en place une gestion de crise coordonnée avec tous nos partenaires, y compris les médecins libéraux. Et donc, on a une antériorité de fonctionnement, des réflexes de fonctionnement qu'on a retrouvés quasiment immédiatement. Efficacité aussi de la gestion de crise élargie. Donc bien sûr avec l'ARS qui a piloté en lien avec la préfecture, et puis le soutien de tous les établissements hospitaliers du département, mais bien au-delà du département, de la région, notamment via les SAMU. Et donc cette gestion de crise a quand même été assez remarquable de ce point de vue-là sur la coordination et l'efficacité des mesures décidées et mises en œuvre. Dans le cadre du retour d'expérience qu'on a eu l'occasion de faire avec l'ARS, je me permets de l'évoquer. On a évoqué une proposition dans ce type spécifique de gestion de crise sur un risque électrique, qui est de disposer d'un recensement en effet des moyens de secours mobile sur les départements, la région et les compétences aussi, parce que on a un besoin particulier de compétences dans ce type de situation, dans d'autres certainement aussi, mais sur le risque électrique en particulier. Et c'est arrivé dans notre établissement où on a la chance d'avoir des ressources, etc. Ça arriverait dans un établissement plus petit, les choses sont moins évidentes dans la mesure où les plus petits établissements n'ont pas forcément les ressources techniques que peuvent avoir des établissements plus importants. Autre enseignement de cette crise sur ce risque électrique, c'est l'importance d'une démarche structurée de gestion de risque. Alors c'est normal, je suis directrice qualité gestion des risques, donc je peux difficilement vous dire autre chose. Mais là, on l'a vécu, on en a tiré des enseignements dans le cadre du RETEX, de notre plan d'action. Une démarche de gestion des risques a priori et a posteriori sur le volet infrastructure est absolument indispensable.
Quand je parle d'infrastructure, c'est bien sûr les infrastructures techniques de type électricité, c'est aussi les infrastructures du réseau téléphonique, du réseau informatique. Et cette gestion de risque, elle est absolument indispensable. Pour avoir un plan de maîtrise, le risque zéro n'existe pas, mais pour avoir un plan de maîtrise qui soit bien défini, avec des cartographies de risque qui nous permettent de maîtriser le plus possible, en l'occurrence ici, l'architecture électrique, que ce soit du côté des installations, que ce soit du côté des activités sensibles. La cartographie des schémas de dépendance, parce que ça, pour nous, ça a été un point quand même je dirais de difficulté dans les premiers temps de la crise, de faire ce repérage et de fiabiliser les informations pour valider le périmètre des activités impactées et des installations impactées. Et puis, c'est aussi d'avoir un suivi, une analyse systématique des événements indésirables qui sont ou qui peuvent être des précurseurs de crises plus importantes. Et puis, pour mener tout ça, on ne fait pas ça sans compétences et sans ressources dédiées. Et sur ce volet-là, ça nous a conduit à une réflexion au sein de l'établissement pour renforcer, en effet, nos ressources sur cet aspect-là. Il y a un troisième élément, en effet, dans ce retour d'expérience, et je vais repasser la parole à Frédéric, sur le point de la gestion des travaux. Oui. J'ai eu l'occasion déjà, mais on a remercié aussi les collègues techniques des autres établissements qui se sont présentés pour nous aider, surtout au moment où on cherchait des groupes électrogènes. Et il ne faut pas oublier le carburant à rechercher aussi, parce qu'il nous faut des partenaires fiables. Mais bon, pendant la gestion des travaux, ensuite, ce qui est important sur lequel il est important d'assister, c'est les outils qui existent déjà et d'en mesurer l'importance. Donc, chaque chargé de travaux, conducteur de travaux, chargé d'affaires, selon comment on les appelle, connaissent la coordination SPS, donc qui est la coordination sécurité et protection de la santé, qui nous oblige réglementairement à avoir un coordonnateur, d'aller chercher un partenaire coordonnateur qui suit les interactions entre entreprises. Mais ce qui gère vraiment l'interaction avec l'hôpital, avec un hôpital en activité, c'est le plan de prévention. Le plan de prévention qui est monté entre le maître d'ouvrage et l'entreprise extérieure, qui liste en fin de compte les différents risques qui peuvent se présenter aux prestations. Alors, chacun l'écrit, il était présent, mais son importance, là, elle est cruciale, on l'a bien vu. Dans le cadre de travaux électriques, et oui, il faut citer les canalisations autres qu'électriques qui peuvent apporter un risque à proximité. Nous, on a fait évoluer notre plan de prévention avec un autre outil, du moins une annexe à ce plan de prévention qui insiste auprès de l'entreprise de déclarer « oui, je travaille à proximité de tel réseau et je prends telle précaution. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Ou alors, est-ce que vous êtes d'accord pour arrêter ce réseau-là pendant mon intervention ?» Donc, le plan de prévention, un outil à ne pas négliger. Je vais juste, moi, finir en insistant auprès de vous. C'est pas parce qu'on a des groupes électrogènes sur site, parce que ça c'est obligatoire, qu'il faut penser que ça résout tous nos problèmes électriques. Ça dépend où l'incident électrique est porté. Et vous pouvez partout être surpris par un incident électrique alors que vous pensez que votre groupe électrique est là et qu'il va vous secourir. D'où l'importance d'avoir ces cartographies des risques extrêmement précises pour avoir des plans de maîtrise les plus aboutis possibles. Voilà. Merci. Merci beaucoup, merci à vous trois. Peut-être avant de laisser la parole à la salle et à distance pour les questions, une brève remarque pour dire qu'on voit déjà bien là se dessiner l'importance des réseaux
c'est un peu le fil rouge de la journée, vous l'avez compris. On voit les répercussions sur l'outil de soins, sur l'ensemble des activités, sur le territoire, de manière indirecte également. Peut-être une petite parenthèse pour dire qu'on a bien noté effectivement tout l'intérêt dans la préparation de réaliser l'inventaire que vous mentionniez, Madame Naël, sur le sujet des moyens mobiles, enfin des groupes électrogènes pour faire simple, et des équipes techniques, de manière à ce qu'on dispose finalement d'une réserve en la matière humaine et matérielle, et qu'on ne découvre pas les sujets. Ça nous sécurisera tous collectivement d'autant le jour J. Mais on va peut-être pouvoir prendre les questions s'il y en a. Je pense que ça peut éventuellement aussi susciter des interventions. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? Alors, docteur Moriconi pour le CHIC de Quimper. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question technique. Qu'est-ce qui a fait que vous vous tourniez vers le SDIS pour récupérer des groupes électrogènes plutôt qu'Enedis, par exemple? Est-ce que c'est une filière que vous avez ou est-ce que ça s'est inscrit comme une évidence? Lorsqu'il s'agit de chercher des groupes électrogènes, on a, on a nos propres ressources. Je veux dire, on avait un groupe mobile, on sentait bien que c'était trop court. Et avec l'appui de la préfecture et de l'ARS, j'ai envie de dire, il y a eu des recherches qui ont été faites. Le SDIS, on était en plan blanc, il était alerté, et de même, ils ont proposé leur groupe électrogène. Ils avaient un groupe électrogène basse puissance et haute puissance qui nous ont bien servi dès le premier soir. Merci pour ce retour. Merci. Merci. Bonjour, Laurence Gien-Flagel, CHU de Brest. Merci de votre présentation. Dans la même lignée, je me posais la question de la bascule du CRA 56 vers le SDIS. Est-ce que c'était un choix de votre part ou c'est peut-être... Enfin voilà, je me posais la question. Ça a été un choix parce que il y avait déjà une organisation qui avait déjà été testée. Et donc, en fait, tout naturellement, ça a été notre réflexe. Après, la bascule fait qu'on est quand même en mode un peu dégradé pour le CRA 15. Mais je vais passer la parole au docteur Arnaud. Oui, merci pour votre question. On avait les antériorités avec la panne orange précédemment. Et donc, on avait basculé initialement sur le SDIS, déjà, 56. Et là, dans l'immédiateté, finalement, dans des mesures réflexes, on a basculé sur le SDIS parce que c'était de proximité. On a pu, comme ça vous a été rappelé, y mettre un médecin régulateur, plus une ARM. On a travaillé, bien entendu, avec le SAMU 35. Et aujourd'hui, nos conventions font que, dans la mesure du possible, on pourrait interréagir effectivement avec le SAMU 35 aussi, si c'était peut-être votre question. Excusez-moi, Yann Robert, hôpital de Saint-Malo, bloc opératoire. Je pense que ce que vous avez vécu, tous les blocs peuvent le vivre, donc c'est extrêmement important d'avoir votre retour. Est-ce qu'il y a un retex plus conséquent et accessible qui puisse, je dirais, nous servir de support? Parce que je pense que vous avez mis des choses en place qui peuvent être extrêmement importantes pour des blocs comme le nôtre. Bien sûr, comme je l'ai dit, je ne vous ai pas présenté notre plan d'action et ce qu'on a mis en place. Si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez nous contacter et on pourra aller dans le détail et répondre à vos interrogations, vous dire ce qu'on a mis en place. Oui, pas de souci. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de la journée, de pouvoir favoriser justement ces interactions et générer finalement du dialogue au sein du réseau. Pour compléter, les onduleurs ont permis la fin des interventions, parce qu'évidemment, tout s'est arrêté d'un seul coup, il n'y a pas eu de phase préparatoire ni d'anticipatoire. La malchance, c'est que tous les blocs étaient complets, c'était un jeudi en plein après-midi. La chance, c'est qu'on avait beaucoup de réunions, dont un conseil des urgences, et donc toutes les équipes étaient déjà présentes sur place, donc très réactives, avec la direction. Bien entendu, les frontales
il faut en avoir quelques-unes dans les poches, hein, parce que certains blocs, c'est un petit peu difficile. Et les onduleurs tiennent à peu près 20 minutes. Donc il faut que les interventions qui ont commencé puissent se terminer dans les 20 minutes, ou alors d'anticiper sur des transferts, peut-être abdomen ouvert. Et ça, c'est la procédure damage control avec d'autres établissements pour lesquels, effectivement, il faut être très réactif. Il y a aussi quelque chose sur lequel j'ai omis de revenir lorsque je parlais de la démarche de gestion de risque aussi. Quelque chose qui est important et en lien avec votre question, ce sont les plans de continuité des activités des services cliniques. Et donc, dans ce cadre-là, ça, c'est un outil qu'on a déployé dans le cadre de ce retour d'expérience auprès de tous les services, c'est-à-dire d'identifier avec eux les organisations dégradées à mettre en place à T0, à T plus 1, T plus 2. Voilà, on sait bien qu'on sera dans une organisation dégradée, mais ça permet en effet d'avoir des fiches réflexes, de ne pas se poser la question de, en effet, j'ai un onduleur, je peux fonctionner pendant combien de temps, où je récupère les équipements, s'il y a besoin d'équipements complémentaires, ce qui a été le cas pour l'USC, puisqu'on a équipé l'USC, on a renforcé les équipements sur batterie de l'USC, le temps d'organiser les transferts. Donc c'est tous ces éléments qui sont en fait service par service, sur les services en effet dits critiques pour différentes raisons, qui sont formalisés. Alors, je suis pas en train de vous dire que tout est fait, tout est nickel, mais c'est la réflexion le travail qui a été engagé. Bonjour, Thalie Navez, responsable sécurité sur le CHP de Saint-Grégoire et de Cesson. Je vais revenir sur une question plus technique. Donc, vous avez mentionné toute l'activité de remédiation pendant 2023. Est-ce que ça vous a amené à remettre en question également le contenu de vos contrats de maintenance avec les délais d'intervention et peut-être à durcir un peu les modalités pour avoir une meilleure activité des prestataires extérieurs ? Par rapport au contrat de maintenance, je pense que la réactivité, elle était là. Donc, on n'a pas eu on s'est posé la question, mais on n'a pas eu à revoir ces délais-là. On a déjà des délais qui sont indiqués. Et les contraintes, plus vous contraignez vos délais sur les contrats, moins vous avez de gens pour y répondre aussi. La loi de l'offre et de la demande est là. Il ne faut pas trop réduire malgré tout les obligations d'intervention. Non, je rejoindrai ce qu'a dit ma collègue. On a un gros travail sur les plans de continuité d'activité parce que on ne peut pas travailler seuls les électriciens. Là, on est dans le domaine électrique, donc je continue sur le domaine électrique. On ne peut pas travailler seuls les électriciens et se dire quels sont les essentiels qui sont importants sur notre architecture électrique sans les soignants. On a appris de cet événement-là que les essentiels pour les services n'étaient pas forcément les essentiels pour l'architecture électrique. Et c'est les plans de continuité d'activité qui nous font progresser dans ce sens-là et qui feront progresser notre installation et nos secours également. Merci beaucoup. On voit que ça suscite pas mal de questions. Hein, et juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a une sorte de dialectique entre la planif à froid, tout ce qu'on peut préparer, et qui nous fait gagner du temps, forcément. C'est autant de questions en moins qu'on va se poser le jour J. En y réfléchissant, peut-être que pour rebondir à la question des personnes de l'hôpital de Saint-Malo, on peut à ce moment-là rediffuser effectivement le rétexte que vous avez pu bâtir et qui est peut-être plus complet, les documents un peu exhaustifs sur le plan technique pour nourrir les réflexions que vous souleviez. On le fera parvenir à l'ensemble des personnes présentes dans la salle aujourd'hui, si ça peut permettre justement de partager l'expérience. Je me refais le modérateur et le maître du temps parce que je vois que le temps passe et je ne voudrais pas qu'on prenne trop de retard. Je pense qu'on peut éventuellement prendre une question. Alors je ne sais pas si à distance on a des questions spécifiques, peut-être au moins une d'entre elles. Il y avait eu juste une question, et effectivement, donc déjà un remerciement de ce rétexte enrichissant. Et la question, je pense qu'elle était liée aux enseignements et au retour d'expérience. Elle concernait, vous parliez tout à l'heure des renforcements des ressources humaines
Et la personne s'interrogeait sur le métier justement des ressources humaines à renforcer. Alors peut-être un petit peu plus fort. Ouais, plus fort. Du coup, la question c'était le renforcement, dans le cadre du retour d'expérience et de l'enseignement que vous en avez tiré, le renforcement des ressources humaines, en fait, dans quelle branche et dans quel métier? Je ne sais pas si... Il y a deux aspects. D'abord, un aspect sur le secteur technique lui-même, avec le renforcement des compétences au sein de la direction de la transformation architecturale sur le domaine électricité. Et puis, sur le temps de gestionnaire de risque. Les deux étant liés. L'objectif étant en effet enfin ça c'est un axe de la politique qualité de l'établissement, de développer vraiment la maîtrise des risques liés aux infrastructures. Parce qu'on voit que, et je crois qu'on va parler d'eau tout à l'heure, on voit quand même que c'est des risques quand ils surviennent qui sont majeurs. On doit le développer. On est en plus soumis à de nouvelles contraintes et de nouveaux risques, y compris dans le contexte agité du monde dans lequel nous vivons. Et donc on doit absolument vraiment développer cette gestion de risque. Voilà. Donc c'est sur ces deux volets qui sont totalement complémentaires. Parce que les gestionnaires de risque ont besoin de la compétence technique et le gestionnaire de risque apporte sa compétence de gestionnaire de risque pour développer le plan de maîtrise. Merci beaucoup à vous trois. S'il n'y a pas plus de questions, en tout cas, je vous propose de passer à la suite. Évidemment, si vous avez encore des questions, que ce soit dans la salle ou à distance, vous pouvez nous les communiquer en retour sur l'invitation. On y répondra ou on fera en sorte d'obtenir les éléments de réponse nécessaires. Merci beaucoup.